communautaire de Neuilly, qui est donc juste à côté de la synagogue, et dans lequel nous avions prévu de faire la conférence de Daniel Pipes aujourd'hui, avant d'avoir l'agréable surprise de toutes les réservations de votre part pour cette soirée. Et je dois vous dire qu'au départ, j'étais sceptique, et donc je rends hommage à Philippe Carsanti qui m'a convaincu en me disant à quel point Daniel Pipes était un intervenant brillant et on n'aurait pas de mal à remplir la salle. Donc merci à tous d'être venus. Je profite de vous avoir pour vous dire deux petites choses. La première, c'est que si vous ne recevez pas nos informations, si vous ne recevez pas la newsletter du centre communautaire, si vous n'êtes pas au courant de tout ce qu'on fait à Neuilly, et on fait beaucoup de choses bien, n'hésitez pas à venir dans l'entrée juste là. Il y a des gens que vous avez vus en entrant à qui vous pouvez donner votre adresse email et qui se feront un plaisir de la noter et de vous dire un petit peu qu'est-ce qu'on a de beau comme programme. La deuxième chose, c'est un voyage à Auschwitz qu'on prépare pour le 15 mai prochain. Je pense que c'est important parce que finalement aujourd'hui il y en a de moins en moins, parce que les témoins aussi il y en a de moins en moins et qu'on a ici une vocation de mémoire qu'on n'a pas l'intention de lâcher. Donc ce voyage à Auschwitz du 15 mai, on va le préparer parce qu'on considère que c'est aussi l'aboutissement d'une prise de conscience des gens. Donc que les gens soient juifs ou pas juifs, ils peuvent bien entendu venir à ce voyage. Ce cycle sur Auschwitz, il va commencer rapidement, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Il va commencer dès le 1er mars par une conférence de nos deux rabbins, le grand rabbin Blum et le rabbin Miguel Azoulay, que vous connaissez sans doute, sur la question de la Shoah. Ensuite, le 17 mars, on aura une deuxième conférence avec des rescapés, les époux testilaires, qui vont venir nous faire part de leur témoignage. Et le 1er mai, qui est le soir de Yom HaShoah, on aura un historien qui viendra parler du mécanisme de mise en place de la solution finale entre 1930 et Auschwitz. Après, donc, le voyage a lieu le 15 mai. Si vous voulez vous inscrire ou avoir des renseignements, vous pouvez là encore aller voir nos amis Georges et Nadine qui sont dans l'entrée. Voilà. Et en dehors de ça, merci encore à tous d'être là, à tous nos intervenants. Et je suis sûre que nous allons avoir une conférence très intéressante. À bientôt. Merci. Bonsoir à tous. Encore une fois, d'abord merci à la communauté de Neuilly de nous accueillir. Je suis vraiment ravi. C'est ma communauté qui me fait plaisir d'être là. Merci à vous tous. Je suis vraiment ravi aussi qu'on soit tous là, surtout un soir de vacances scolaires, donc c'est formidable. Je tiens à saluer Marie-Lise Fedge, ma collègue, adjointe à la mairie de Neuilly, voilà, qui est là, Marie. C'est un travail formidable à la mairie. Donc on a vraiment une chance exceptionnelle ce soir d'avoir trois intellectuels vraiment très importants. Donc d'abord Daniel Pipes, qui est vraiment la vedette américaine, au vrai sens du terme. Il parle très bien le français, donc c'est encore plus formidable. Donc on a aussi donc, Guy Villiers, qui est quelqu'un que vous connaissez tous, qui fait un travail rare, libre en France, c'est quand même assez exceptionnel d'avoir des gens comme Guy Villiers et tout. Et Michel Durfinkel, pour l'instant qui est un fantôme, mais qui va bientôt arriver. Et donc il est aussi quelqu'un qui est rédacteur en chef à Valeurs Actuelles. Daniel Pipes est directeur du Middle East Forum. Et Guy Villiers est universitaire, auteur, donc, ils écrivent tous les deux dans de nombreux journaux, tout comme Michel Durfinkel. Et à la fin de leur présentation, je vais vous dire, en gros, moi je vais parler très peu, je vais parler 4-5 minutes au départ juste pour poser un peu le sujet. Daniel parlera ensuite entre 5 et 10 minutes, ce que j'ai bien tenté de vous dire. Chacun parlera entre 5 et 10 minutes pour exposer un petit peu ses idées. Et ensuite, l'objectif ce sera de faire une soirée assez interactive pour prendre vos questions, des questions courtes, j'insiste sur le mot court, pour avoir des réponses et qu'il y ait plus de choses. Vous êtes beaucoup dans la salle, beaucoup de gens vont se poser des questions. Et donc ils auront plein de réponses à vous donner. Et on a la chance aussi exceptionnelle d'avoir Adèle Gastel à ma droite, voilà, qui est journaliste à France 24. Et Adèle a l'insigne honneur d'avoir été tabassée au Caire cette semaine, donc par la police de Moubarak, donc nous racontera un petit peu son expérience. Alors, en deux mots, donc, pour
pour poser un peu le sujet. On a envie de se poser la question, après avoir vu la Tunisie et l'Égypte tomber, jamais 203, qui est le proverbe français, qui sera le prochain? Est-ce que ce sera donc le Maroc, l'Algérie, l'Arabie Saoudite, la Syrie, la Jordanie, l'Iran? L'Iran. Pardon? Bahreïn, les Émirats. Enfin bref, le Yémen, Belgique, si vous voulez. On a dit qu'on parlait des pays arabes. Je sais quand même. Voilà. Donc la vraie question c'est est-ce qu'il y aura un effet domino qui va entraîner le monde arabe vers une libéralisation comme après la chute du mur de Berlin, ou bien est-ce qu'on va avoir un scénario à l'iranienne, c'est-à-dire qu'en gros une transformation vers une dérive islamiste, c'est-à-dire ou bien est-ce qu'on a 1979 la chute du Shah et donc la charia et la rigueur iranienne, ou bien 1989 la chute du mur et donc tous les pays européens qui se libèrent, ou alors un autre scénario à l'algérienne 1991 où c'est la démocratie, mais comme on s'aperçoit après le premier tour que c'est pas bon, on annule les élections et ce sont les militaires qui reprennent le pouvoir, ou alors éventuellement encore une troisième voie. Donc en Turquie, les islamistes commencent à être des choses plus inquiétantes. À Gaza, c'est le Hamas qui arrive au pouvoir et qui ne sont pas prêts de lâcher. Au Liban, le Hezbollah vient de prendre le contrôle du pays par l'intermédiaire de ses envoyés spéciaux sur place. Alors, on va se poser plein de questions. On peut se poser aussi la question de savoir ce soir, est-ce que l'Iran, si l'Iran a la bombe, un jour, qu'est-ce que ça fera au Proche-Orient? Là, on peut déjà imaginer ce qui se passe quand on voit l'influence qu'ils ont au Proche-Orient sans cette bombe. On peut imaginer ce que ce serait s'ils l'avaient. Petite question qui sera très importante. Est-ce que les frères musulmans vont prendre le pouvoir en Égypte? Il y a une expression en vogue à Washington qui est assez intéressante, qui dit que la démocratie, quand les islamistes s'en emparent, c'est une personne, un vote, une seule fois. Ouais. Voilà. Donc, c'est un peu dangereux. Alors, une question aussi qu'on pourra poser. Je tiens à préciser que Daniel Pipes a vécu pendant 3 ans en Égypte, donc il connaît extrêmement bien ce pays. Une question, est-ce qu'en Égypte et en Tunisie, les élections sont trop tôt, sont anticipées, est-ce qu'elles sont prématurées par rapport au processus? Parce qu'une démocratie, ce n'est pas uniquement de voter, mais c'est aussi des institutions démocratiques, ce sont des partis, une justice indépendante, tout un tas de choses qui ne sont peut-être pas encore à ce stade dans les pays arabes actuellement en révolution ou en évolution, comme le dit Daniel, plutôt à la suite de coups d'État. Est-ce que l'islam est compatible avec la démocratie? Est-ce que la charia va s'imposer? Est-ce qu'elle est elle-même compatible avec la démocratie? On pourra aussi poser des questions de savoir sur l'hypocrisie de nos gouvernements qui traitaient Moubarak et Ben Ali comme des grands chefs d'État et qui recevaient avec des grands comptes et qui du jour au lendemain leur interdisent le sol et bloquent leurs avoirs, savoir si c'est normal. On apprend grâce au Guardian que Moubarak était l'homme probablement le plus riche du monde. On se demande pourquoi cette information n'est sortie que maintenant. Est-ce que c'est une information qui a été sortie par les services américains pour déstabiliser encore plus le président égyptien? Est-ce que la situation égyptienne évoluera dans le bon sens ou dans le mauvais? Est-ce que l'attitude de Barack Obama, qui la semaine dernière a véritablement poussé Moubarak vers la sortie, est-ce que c'est normal, surtout quand on compare avec l'attitude qu'il a eue avec les Iraniens quand il y a eu une tentative de révolte il y a 1 an et demi en Iran et que Barack Obama n'a absolument rien fait pour soutenir cette révolte? Je voudrais encore poser d'autres petites questions, je n'ai pas de réponse, c'est en Israël, tout le monde se pose la question avec Israël, les traités de paix qui ont été signés. Est-ce que ces traités de paix vont être respectés? Est-ce que les traités de paix ont été signés avec des États ou est-ce que le fait de l'avoir signé avec des dictateurs ou des chefs autoritaires, est-ce que ça correspond à un schéma qui va pouvoir se prolonger dans le temps? Et je pense que ce qu'on est en train de voir dans le monde arabe, qui est quand même assez exceptionnel, c'est qu'on voit que on nous a fait croire pendant des années que Israël était le problème central du monde musulman. On nous a toujours dit qu'il n'y aurait jamais de démocratisation, de libéralisation en Israël, dans le monde arabe, tant qu'Israël ne réglerait pas son problème avec ses voisins. Et là, on s'aperçoit que c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'Israël pourra arriver à une paix probablement avec ses voisins le jour où les choses se calmeront autour d'eux. C'est vraiment une inversion des problèmes. Voilà.
Voilà, ensuite, on pourra aussi poser des questions sur le rôle des médias, puisque ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le monde arabe s'est embrasé aussi avec l'influence de Al Jazeera et des réseaux sociaux. Les masses arabes voient le monde à travers Al Jazeera, qui est véritablement leur fenêtre vers le monde extérieur. Quel sera l'avenir des femmes? Je crois que c'est un vrai sujet dans ces pays-là. Comment ça va se passer? Et puis voilà, pour conclure, je crois que c'est un truc très important qu'a nous dire Daniel au sujet de son optimisme, et c'est quelque chose d'incroyable. Daniel est optimiste pour l'Europe. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'assez intéressant à écouter. Il dit que la parole se libère en Europe, après ce qui s'est passé en Suisse, ce qui est en train de se passer aux Pays-Bas. En Allemagne, en Angleterre, on a entendu les chefs de gouvernement nous dire que le multiculturalisme ne fonctionnait pas. Même Nicolas Sarkozy en a parlé récemment. Donc, il y a eu aussi la loi sur l'interdiction de la burqa. Donc, on est véritablement dans un moment historique. L'actualité est incroyablement, précise actuellement. Si Moubarak était tombé dans 3 jours, c'était pas bien. Il est véritablement tombé il y a 4 jours, donc c'est véritablement au cœur de l'actualité. Et voilà, je crois que Daniel, je vais vous laisser parler. Et puis, ensuite, on passera le micro à Michel, qui vient d'arriver, Michel Gerfinkel. Merci Michel. Je vous ai déjà donc présenté tout à l'heure, et ensuite Guy Miller, que je ne vois plus, et que voilà. Bon, merci bien. Asseyez-vous s'il vous plaît, qu'on puisse commencer. Il reste beaucoup de place là-haut au premier étage. Je m'appelle Lisbeth Kemoun, je dirige le centre communautaire de Neuilly, qui est donc juste à côté de la synagogue, et dans lequel nous avions prévu de faire la conférence de Daniel Pipes aujourd'hui, avant d'avoir l'agréable surprise de toutes les réservations de votre part pour cette soirée. Et je dois vous dire qu'au départ j'étais sceptique, et donc je rends hommage à Philippe Carsanti qui m'a convaincu en me disant à quel point Daniel Pipes était un intervenant brillant et on n'aurait pas de mal à remplir la salle. Donc merci à tous d'être venus. Je profite de vous avoir pour vous dire 2 petites choses. La première, c'est que si vous ne recevez pas nos informations, si vous ne recevez pas la newsletter du centre communautaire, si vous n'êtes pas au courant de tout ce qu'on fait à Neuilly, et on fait beaucoup de choses bien, n'hésitez pas à venir dans l'entrée juste là. Il y a des gens que vous avez vus en entrant à qui vous pouvez donner votre adresse email et qui se feront un plaisir de la noter et de vous dire un petit peu qu'est-ce qu'on a de beau comme programme. La deuxième chose, c'est un voyage à Auschwitz qu'on prépare pour le 15 mai prochain. Je pense que c'est important parce que finalement aujourd'hui il y en a de moins en moins, parce que les témoins aussi il y en a de moins en moins, et qu'on a ici une vocation de mémoire qu'on n'a pas l'intention de lâcher. Donc ce voyage à Auschwitz du 15 mai, on va le préparer parce qu'on considère que c'est aussi l'aboutissement d'une prise de conscience des gens. Donc que les gens soient juifs ou pas juifs, ils peuvent bien entendu venir à ce voyage. Ce cycle sur Auschwitz, il va commencer rapidement, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Il va commencer dès le 1er mars par une conférence de nos 2 rabbins, le grand rabbin Blum et le rabbin Michael Azoulay, que vous connaissez sans doute, sur la question de la Shoah. Ensuite, le 17 mars, on aura une 2e conférence avec des rescapés, les époux testilaires, qui vont venir nous faire part de leur témoignage. Et le 1er mai, qui est le soir de Yom HaShoah, on aura un historien qui viendra parler du mécanisme de mise en place de la solution finale entre 1930 et Auschwitz. Après, donc, le voyage a lieu le 15 mai. Si vous voulez vous inscrire ou avoir des renseignements, vous pouvez là encore aller voir nos amis Georges et Nadine qui sont dans l'entrée. Voilà. Et en dehors de ça, merci encore à tous d'être là, à tous nos intervenants. Et je suis sûre que nous allons avoir une conférence très intéressante. À bientôt. Bonsoir à tous. Encore une fois, d'abord merci à la communauté de Neuilly de nous accueillir. Je suis vraiment ravi.
c'est ma communauté qui me fait plaisir d'être là. Merci à vous tous. Je suis vraiment ravi ici qu'on soit tous là, surtout un soir de vacances scolaires, donc c'est formidable. Je tiens à saluer Marie-Lise Fedge, ma collègue, adjointe à la mairie de Lille, voilà, qui est là à Lille. C'est un travail formidable à la mairie. Donc on a vraiment une chance exceptionnelle ce soir d'avoir trois intellectuels vraiment très importants. Donc d'abord Daniel Pipes, qui est vraiment la vedette américaine, au vrai sens du terme. Il parle très bien le français, donc c'est encore plus formidable. Donc on a aussi donc, Guy Villiers, qui est quelqu'un que vous connaissez tous, qui fait un travail rare, libre en France, c'est quand même assez exceptionnel d'avoir des gens comme Guy Villiers et tout. Et Michel Durfinkel, pour l'instant qui est un fantôme, mais qui va bientôt arriver. Et donc il est aussi quelqu'un qui est rédacteur en chef à valeur d'actuelle. Daniel Pipes est directeur du Middle East Forum. Et Guy Villiers est universitaire, auteur, donc, ils écrivent tous les deux dans de nombreux journaux, tout comme Michel Durfinkel. Et à la fin de leur présentation, je vais vous dire en gros, moi je vais parler très peu, je vais parler 4-5 minutes au départ juste pour poser un peu le sujet. Daniel parlera ensuite entre 5 et 10 minutes, j'ai bien tenté de vous dire. Chacun parlera entre 5 et 10 minutes pour exposer un petit peu ses idées. Et ensuite, l'objectif ce sera de faire une soirée assez interactive pour prendre vos questions, des questions courtes, j'insiste sur le mot court, pour avoir des réponses et qu'il y ait plus de choses. Parce que vous êtes beaucoup dans la salle, beaucoup de gens vont poser des questions. Et donc ils auront plein de réponses à vous donner. Et on a la chance aussi exceptionnelle d'avoir Adèle Gastel à ma droite. Voilà, qui est journaliste à France 24. Et Adèle a l'insigne honneur d'avoir été tabassée au Caire cette semaine, donc par la police de Moubarak, qui nous racontera un petit peu son expérience. Alors, en deux mots, donc, pour poser un peu le sujet, on a envie de se poser la question, après avoir vu la Tunisie et l'Égypte tomber, jamais 203, qui est le proverbe français, qui sera le prochain? Est-ce que ce sera donc, le Maroc, l'Algérie, l'Arabie Saoudite, la Syrie, la Jordanie, l'Iran? L'Iran. Pardon? Bahreïn, les Émirats. Enfin bref, le Yémen, Belgique, si vous voulez. On a dit qu'on parlait des pays arabes. Je sais quand même. Voilà. Donc la vraie question c'est est-ce qu'il y aura un effet domino qui va entraîner le monde arabe vers une libéralisation comme après la chute du mur de Berlin, ou bien est-ce qu'on va avoir un scénario à l'iranienne, c'est-à-dire qu'en gros une transformation vers une dérive islamiste, c'est-à-dire ou bien est-ce qu'on a 1979 la chute du Shah et donc la charia et la rigueur iranienne, ou bien 1989 la chute du mur et donc tous les pays européens qui se libèrent, ou alors un autre scénario à l'algérienne 1991 où c'est la démocratie, mais comme on s'aperçoit après le premier tour que c'est pas bon, on annule les élections et ce sont les militaires qui reprennent le pouvoir, ou alors éventuellement encore une troisième voie. Donc en Turquie, les islamistes commencent à être de plus en plus inquiétants. À Gaza, c'est le Hamas qui arrive au pouvoir et qui ne sont pas prêts de lâcher. Au Liban, le Hezbollah vient de prendre le contrôle du pays par l'intermédiaire de ses envoyés spéciaux sur place. Alors, on va se poser plein de questions. On peut se poser aussi la question de savoir ce soir, est-ce que l'Iran, si l'Iran a la bombe un jour, qu'est-ce que ça fera au Proche-Orient? Là, on peut déjà imaginer ce qui se passe quand on voit l'influence qu'ils ont au Proche-Orient sans cette bombe. On peut imaginer ce que ce serait s'ils l'avaient. Petite question qui sera très importante. Est-ce que les frères musulmans vont prendre le pouvoir en Égypte? Il y a une expression en vogue à Washington qui est assez intéressante, qui dit que la démocratie, quand les islamistes s'en emparent, c'est une personne, un vote, une seule fois. Ouais. Voilà. Donc, c'est un peu dangereux. Alors, une question aussi qu'on pourra poser. Je tiens à préciser que Daniel Pipes a vécu pendant 3 ans en Égypte, donc il connaît extrêmement bien ce pays. Une question, est-ce qu'en Égypte et en Tunisie, les élections sont trop tôt, sont anticipées, est-ce qu'elles sont prématurées par rapport au processus? Parce qu'une démocratie, ce n'est pas uniquement de voter, mais c'est aussi des institutions démocratiques, ce sont des partis, une justice indépendante, tout un tas de choses qui ne sont peut-être pas encore à ce stade dans les pays arabes actuellement
en révolution ou en évolution, comme le dit Daniel, plutôt à la suite de coups d'État? Est-ce que l'islam est compatible avec la démocratie? Est-ce que la charia va s'imposer? Est-ce qu'elle est elle-même compatible avec la démocratie? On pourra aussi poser des questions de savoir sur l'hypocrisie de nos gouvernements qui traitaient Moubarak et Ben Ali comme des grands chefs d'État et qui les recevaient avec des grands comptes et qui du jour au lendemain leur interdisent le sol et bloquent leurs avoirs, savoir si c'est normal. On apprend grâce au Guardian, que Moubarak était l'homme probablement le plus riche du monde. On se demande pourquoi cette information n'est sortie que maintenant. Est-ce que c'est une information qui a été sortie par les services américains pour déstabiliser encore plus le président égyptien? Est-ce que la situation égyptienne évoluera dans le bon sens ou dans le mauvais? Est-ce que l'attitude de Barack Obama, qui la semaine dernière a véritablement poussé Moubarak vers la sortie, est-ce que c'est normal, surtout quand on compare avec l'attitude qu'il a eue avec les Iraniens quand il y a eu une tentative de révolte il y a 1 an et demi en Iran et que Barack Obama n'a absolument rien fait pour soutenir cette révolte? Je voudrais encore poser d'autres petites questions, je n'ai pas de réponse, c'est en Israël, tout le monde se pose la question avec Israël, les traités de paix qui ont été signés. Est-ce que ces traités de paix vont être respectés? Est-ce que les traités de paix ont été signés avec des États ou est-ce que le fait de l'avoir signé avec des dictateurs ou des chefs autoritaires, est-ce que ça correspond à un schéma qui va pouvoir se prolonger dans le temps? Et je pense que ce qu'on est en train de voir dans le monde arabe, qui est quand même assez exceptionnel, c'est qu'on voit que on nous a fait croire pendant des années que Israël était le problème central du monde musulman. On nous a toujours dit qu'il n'y aurait jamais de démocratisation, de libéralisation en Israël, dans le monde arabe, tant qu'Israël ne réglerait pas son problème avec ses voisins. Et là, on s'aperçoit que c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'Israël pourra arriver à une paix probablement avec ses voisins le jour où les choses se calmeront autour d'eux. C'est vraiment une inversion des problèmes. Voilà. Ensuite, on pourra aussi poser une question sur le rôle des médias, puisque ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le monde arabe s'est embrasé aussi avec l'influence de Al Jazeera et des réseaux sociaux. Les masses arabes voient le monde à travers Al Jazeera, qui est véritablement leur fenêtre vers le monde extérieur. Quel sera l'avenir des femmes? Je crois que c'est un vrai sujet dans ces pays-là. Comment ça va se passer? Et puis voilà, pour conclure, je crois que c'est un truc très important qu'a nous dire Daniel au sujet de son optimisme, et c'est quelque chose d'incroyable. Daniel est optimiste pour l'Europe. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'assez intéressant à écouter. Il dit que la parole se libère en Europe, après ce qui s'est passé en Suisse, ce qui est en train de se passer aux Pays-Bas. En Allemagne, en Angleterre, on a entendu les chefs de gouvernement nous dire que le multiculturalisme ne fonctionnait pas. Même Nicolas Sarkozy en a parlé récemment. Donc, il y a eu aussi la loi sur l'interdiction de la burqa. Donc, on est véritablement dans un moment historique. L'actualité est incroyablement, précise actuellement. Si Moubarak était tombé dans 3 jours, c'était pas bien. Il est véritablement tombé il y a 4 jours, donc c'est véritablement au cœur de l'actualité. Et voilà, je crois que Daniel, je vais vous laisser parler. Et puis, ensuite, on passera le micro à Michel, qui vient d'arriver, Michel Garfinkel. Merci, Michel. Je voulais déjà vous présenter tout à l'heure, et ensuite Guy Miller, que je ne vois plus, et que voilà. Bon, merci bien. Merci bien, Philippe. Et je ne sais pas, ça fait 50 questions. Alors, mon réponse, très facile, oui. Toutes les questions. Mais sérieusement, j'ai 4 sujets dont je veux discuter d'une façon assez brève. Je commencerai, bien sûr, en parlant de la situation des coups d'État au Moyen-Orient, accomplis en Égypte et en Tunisie, et tentés en Algérie, en Jordanie et au Yémen. Remarquez que je dis les coups d'État et pas la révolution. Dans ces 2 cas de Tunisie et d'Égypte, ce sont les leaders militaires qui ont dit au président, va-t'en, tu coûtes trop cher, on n'a pas besoin de toi et de ta famille. Remarquez aussi que dehors des
les establishments tunisiens et égyptiens sont restés en place. Le rôle de l'armée est devenu critique. Est-ce que cette armée en Égypte, qui a si mal conduit les affaires de l'État depuis 1952, peut maintenant amener le pays vers la démocratie? Est-ce que l'armée va bâtir sur les fondations séculaires, patriotiques et ouvertes d'esprit qui ont été établies dans les rues égyptiennes pendant ces 18 jours? Il y a 3 personnages en particulier qui sont importants. C'est le vice-président Omar Suleiman, c'est le ministre de la Défense Mohamed Hossein Tantawi, et c'est le chef du cabinet Sami Hafez Rana. Ce sont les 3 hommes les plus importants en Égypte à ce moment. Si l'armée rate cette chance, alors les islamistes peuvent profiter de l'occasion et trouver une route vers le pouvoir. Si Ennahda en Tunisie ou les frères musulmans en Égypte bouleversent l'ordre actuel, ils auront achevé des vraies révolutions. Deuxième, c'est les 2 blocs qui existent au Moyen-Orient. Je vois qu'il y a une guerre froide aux régions depuis quelques années, disons 10 ans. D'un côté, on a la République iranienne, la République islamique d'Iran, et ses alliés, y compris la Syrie, la Turquie, le Qatar, et aussi le Hamas et le Hezbollah. Le Liban est en train de joindre à ce bloc. De l'autre côté, on a le bloc saoudien qui contient le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, la Jordanie, le Yémen et parmi les Émirats arabes au Golfe. Le bloc iranien est celui de la Mukawama. La Mukawama, ça veut dire la résistance en arabe. Ce sont les États révolutionnaires et hostiles à l'Occident et agressifs. Le bloc saoudien est connu par son ambition statique, son position défensive. Alors ses présidents, ses rois et ses émirs ne veulent plus que conserver leur pouvoir. Ils ne sont pas les amis à l'Occident. Ils ne partagent pas ces valeurs, mais ils sont prêts à coopérer avec les puissances occidentales. Le bloc iranien est plus faible, mais c'est un bloc plus dynamique. Si le bloc de la résistance arrive à changer plusieurs gouvernements régionaux, il a la capacité de changer l'équilibre de pouvoir au Moyen-Orient avec des conséquences immenses pour l'islam radical, pour le terrorisme, pour le marché mondial d'énergie et bien sûr pour Israël. En parlant d'Israël, c'est mon 3e point, alors le conflit israélo-arabe. Ici, on trouve un consensus quasi universel parmi les gens de bonne volonté, à savoir qu'il faut 2 États, un palestinien, un juif, pour résoudre le conflit. Et ce consensus repose sur une hypothèse douteuse, que c'est possible de trouver une solution acceptable pour les 2 populations, palestinienne et israélienne, et que tout est possible s'il y a suffisamment ou des concessions
israélien ou des pressions extérieures. J'apprécie cet esprit positif, mais je l'estime naïf et anti-historique. Le chercheur spécialiste des guerres comprend que les conflits ne finissent pas avec les compromis, les concessions difficiles, les discussions informelles et la bonne volonté, mais au contraire, avec la défaite et la victoire. C'est le simple bon sens. C'est-à-dire que la lutte est finie quand un des combattants ne veut plus continuer. Par exemple, regardez 1918, les Allemands n'ont pas subi la défaite totale. Ils ont tenté encore une fois de conquérir l'Europe. Mais en 1945, c'était clair que les Allemands ont été battus et la guerre était définitivement terminée. C'est la même chose dans le champ israélo-arabe. Le conflit va se terminer quand un côté abandonne ses occupants, et pas avant ça. Ou ce sont les Israéliens qui sont désespérés et qui abandonnent l'idée de l'État juif, ou ce sont les Palestiniens qui abandonnent l'idée d'éliminer l'État juif. C'est primitif, c'est binaire, mais c'est ainsi. Les implications sont évidentes. Chacun de nous, chacune de nos institutions et chacun de nos gouvernements doit soutenir ou la fin ou l'acceptance d'Israël. Formuler ce choix équivaut à dire ce qu'il faut faire. Toute personne attachée à la justice doit soutenir un État libéral, démocratique et créatif contre ses ennemis qui veulent le détruire. C'est-à-dire toute personne attachée à la justice doit souhaiter qu'Israël puisse vaincre ses ennemis. Et finalement, le destin européen. Je sais que c'est la politique étrangère d'Obama, mais peut-être plus tard. Le destin européen, je suis ni européen, ni chercheur des affaires européennes, mais je suis spécialiste de l'islam, mais ça vaut quelque chose si on doit comprendre l'Europe. Et je suis peut-être le seul dans le groupe d'initiés qui centre son attention vers la menace islamique en Europe, à être heureux ces jours-ci. C'est parce que je vois que la réaction anti-islamiste grandit encore plus vite que la menace islamiste elle-même. Et Philippe a mentionné que le Premier ministre britannique, David Cameron, il y a 10 jours, a focalisé sur ce qu'il appelait la tolérance passive pour l'extrémisme islamiste, y compris les formes non violentes, correspondent exactement, ces pensées correspondent exactement à ce modèle. De la même façon, le chancelier allemand, Angela Merkel, en octobre dernier, a jugé que le multiculturalisme avait complètement échoué. On a vu aussi ce référendum en Suisse sur les minarets, où les Suisses ont exprimé les préoccupations. Et bien sûr, vous avez une nouvelle loi française contre le burqa, et aussi ce que Nicolas Sarkozy vient de dire au sujet du multiculturalisme. La montée, ça c'est important, ce que disent les politiciens, mais encore plus
plus important, c'est la montée des partis politiques respectables, principalement centrés sur les questions touchant l'islam. C'est peut-être le signe le plus encourageant, comprenant les vieux partis à leur accorder de l'attention. Le temps passant, le fait que les individus et les organisations s'expriment et font l'apprentissage de la stratégie et de la tactique pour repousser l'islamisme, cela donne à l'Europe un espoir pour la civilisation, et c'est pourquoi je suis assez optimiste. Merci. Bonsoir, c'est essentiellement la soirée de Daniel, donc je vais être relativement bref. Je dirais d'abord que je suis très heureux que cette soirée puisse avoir lieu. J'ai contribué avec d'autres à faire connaître l'œuvre de Daniel en France et j'espère que cette œuvre aura encore plus de retentissement. Nous avons besoin de la parole comme celle de Daniel. J'ai fait paraître il y a 2 ans un livre de Daniel en langue française. Il m'en reste quelques exemplaires ici, donc si certains le veulent, ils l'auront. Et il va être réédité très prochainement. Et le titre, si vous ne l'avez pas encore vu, c'est L'Islam radical à la conquête du monde. Voilà, donc ce livre, il en reste quelques exemplaires là. Donc je disais cela parce que je vois beaucoup à Daniel dans ma propre réflexion sur l'islam en particulier. Je suis heureux aussi que cette soirée puisse avoir lieu et que vous soyez si nombreux, donc Philippe Carsorti l'a organisé. Je tiens aussi à rendre hommage à mon épouse, Keltoum, qui a organisé l'essentiel de ces 3 jours de séjour de Daniel à Paris, et sans qui vous ne seriez pas si nombreux ce soir. Donc je vais essentiellement me centrer sur les points où je suis en accord complet avec Daniel, c'est l'essentiel, et les points sur lesquels j'aurais peut-être à énoncer des petites nuances. Pour ce qui concerne l'Égypte, je pense que je partage l'essentiel de l'analyse de Daniel. Je suis peut-être un petit peu plus pessimiste que lui quant à ce qui peut survenir. Car je pense que la situation en Égypte est une situation qui reste très profondément troublée. Je pense que c'est une situation qui va rester troublée pendant un temps certain, parce que la situation économique va inéluctablement se détériorer. Quand les situations économiques se détériorent dans ce genre de circonstances, il y a en général des soulèvements sociaux ou des troubles sociaux beaucoup plus importants. Et quand il y a des soulèvements sociaux dans ces pays, les islamistes y trouvent un terrain assez favorable. J'ai aussi remarqué dans les manifestations au Caire, et je pense que Adèle en parlera tout à l'heure aussi, la présence de portraits de Moubarak sur lesquels il y avait l'étoile de David et des slogans antisémites. Donc il y a une dimension antisémite et islamique qui a été marquée à l'intérieur de ces événements. J'en parle parce que ça n'a jamais été dit explicitement sur les chaînes de télévision françaises. Ces images-là, je les ai vues nulle part, et pourtant ces images-là, on pouvait les avoir puisqu'elles ont circulé à l'échelle internationale. Il ne faut pas oublier non plus qu'une chaîne comme Al Jazeera est une chaîne, et sur ce point je sais que Daniel partage pleinement mon avis, la chaîne Al Jazeera en arabe est une chaîne de propagande islamiste virulente. Et cette chaîne fait partie des chaînes les plus regardées dans des pays comme l'Égypte, mais aussi, et ça doit nous mener à nous interroger, dans un pays comme la Tunisie, par exemple. Donc, je pense que si des élections à la suite de ce coup d'État, parce que je suis pleinement d'accord, il s'agit d'un coup d'État, ce qui s'est passé, ce n'est pas une révolution, contrairement à ce qu'on n'arrête pas de dire à la télévision française. Si il y a des élections dans un délai de 6 mois à peu près, comme cela semble être prévu, et comme l'administration Obama semble pousser à ce que ce soit le cas, je crains que des partis autres que les frères musulmans aient les plus grandes difficultés à s'organiser à temps pour ces élections. Et donc dans ce cas-là, je crains que ces élections n'aboutissent à des résultats relativement négatifs.
Ce que je constate, c'est que les principaux candidats susceptibles de se présenter aux élections, y compris Ayman Nour, qui est plutôt soutenu par les Occidentaux, tiennent des propos très négatifs vis-à-vis d'Israël et veulent remettre en cause le traité de paix avec Israël. Et je ne parle pas des autres candidats, chez qui c'est encore beaucoup plus clair. Parmi ceux-là, il y a l'actuel responsable de la Ligue arabe, qui a un discours encore beaucoup plus clair dans cette direction. Donc voilà pour le premier point, pour ce qui concerne l'Égypte. Pour le deuxième point, celui qui concerne Israël, je suis aussi pleinement d'accord avec Daniel. Je pense que le conflit ne pourra cesser que lorsqu'il y aura clairement et nettement un vainqueur et un vaincu. Et je pense que c'est très important que Daniel souligne ce point, parce que ce point n'est jamais souligné, il est le seul à le souligner d'une manière aussi claire. Ceci étant dit, si l'on regarde l'histoire, je dis cela parce que je sais que Daniel, il reviendra sans doute, a fait une comparaison avec ce qui s'est passé pour l'Allemagne en Europe, qu'en 1918, l'Allemagne n'a pas été vaincue et que ça a débouché sur tout ce qui a suivi jusqu'en 1945. Qu'en 1945, là, les Allemands ont compris qu'ils avaient été vaincus, mais je dirais qu'ils ont compris qu'ils ont été vaincus parce qu'ils ont réellement été vaincus militairement et parce qu'il y a eu le tribunal de Nuremberg. Donc je dirais que tant que le monde arabe ne comprendra pas qu'il est réellement vaincu, je pense qu'il n'y aura pas d'évolution. Donc je ne vois pas, pour ce qui me concerne, Daniel ne sera peut-être pas complètement d'accord avec moi sur ce plan, je ne vois pas vraiment de possibilité pour le monde arabe de connaître une évolution de ses mentalités tant qu'il ne comprendra pas qu'il s'est enfermé dans une impasse. Et donc, dans plusieurs de mes textes, d'ailleurs, je dis ce qu'il faut donner à ces gens, et ce sera un cadeau à leur faire, c'est une vraie défaite profonde et irrémédiable. Et à partir de là, il y aura la possibilité d'y voir plus clair. Voilà pour le deuxième point. Pour ce qui concerne le troisième point qui était l'Europe, je pense qu'effectivement il y a une montée forte de l'islamisme, en parallèle, comme l'a dit Daniel, une montée de courants anti-islamiques. Simplement, quand je regarde la façon dont les structures politiques de l'Europe sont constituées, je vois que ces structures sont construites sur la base d'une confiscation de la démocratie. La construction européenne, l'Union européenne, est construite sur un modèle absolutiste technocratique. Cette construction est une confiscation de la démocratie, et cette confiscation a déjà atteint des niveaux extrêmement difficilement réversibles. Et donc, dans ce contexte-là, je vois très difficilement comment des mouvements de réaction anti-islamique et des partis porteurs de ce discours pourraient s'organiser d'une manière suffisante, parvenir à gagner suffisamment de force pour parvenir à inverser les tendances lourdes qui sont inscrites sur ce continent aujourd'hui. Je pense que ces tendances, je ne veux pas être, je serais un peu plus pessimiste que Daniel, je dirais que ces tendances ne me paraissent pas être vraiment irréversibles, mais elles me paraissent très près de l'être. Je suis assez pessimiste quand je regarde précisément les structures politiques. Quand je regarde la façon dont les médias sont tenus dans l'essentiel de l'Europe, comme je l'ai dit il y a un instant, il y a beaucoup d'informations qui ne circulent pas, qui ne parviennent pas aux consciences des gens. Si vous allez sur des sites comme le site de Daniel ou sur d'autres sites, ce soit lequel j'écris ou ce soit lequel Michel écrit, vous avez des informations. Mais les gens qui regardent le journal de 20 heures, ils n'ont pas ces informations-là. Et donc les médias sont tenus. Le secteur de l'enseignement, j'en sais quelque chose, puisque j'enseigne à l'université, est très largement tenu. Et donc à partir de là, changer des choses avec tout ce poids sera extrêmement difficile. Donc j'aimerais sur ce plan être aussi optimiste que Daniel, mais pour le moment, je vois plutôt avancer un scénario qui ressemble à ce que Batier a expliqué en écrivant Eurabia et d'autres livres plus récents. Je pourrais aborder la politique de l'administration Obama. Sur ce plan, je vois aussi une nuance à apporter, mais Daniel n'en a pas parlé, a laissé cela pour les questions. Donc je ferai comme lui sur ce plan et je laisserai cela pour les questions. Et je passe maintenant la parole à Michel Gurfingen. Bonsoir. Je crois que je suis un petit peu en désaccord avec Daniel Pipes et Guy Miguière. Je pense qu'il y a actuellement
une révolution en cours dans le monde arabe, qu'il y a une révolution en Tunisie et qu'il y a une révolution en Égypte. Mais, contrairement à ce que pensent spontanément la plupart des gens, en France certainement, en Europe, peut-être dans tout l'Occident, je n'ai pas le fétichisme du phénomène révolutionnaire. Nous vivons dans un pays où la fête nationale, c'est la fameuse prise de la Bastille, et donc nous croyons que lorsque le peuple se révolte, lorsque le peuple prend d'assaut une forteresse, et lorsque le peuple coupe des têtes et les met au bout de pique, cela va nécessairement dans le bon sens. Je pense personnellement qu'il y a des révolutions qui sont allées dans le sens de la liberté, et il y a d'autres révolutions qui sont allées dans le sens de l'oppression. Dans les deux cas, il s'agissait d'une révolution. Le peuple se révoltait, renversait un pouvoir, il y avait un nouveau pouvoir qui se créait pendant quelque temps. C'était réellement le peuple qui qui dirigeait la suite des événements. Il n'en reste pas moins que dans certains cas, on est allé, encore une fois, vers la liberté, dans d'autres cas, vers l'oppression et la guerre. Il y a un historien israélien qui s'appelait Talmon, qui avait fait une distinction célèbre entre deux formes de démocratie, la démocratie libérale et la démocratie totalitaire. Il donnait comme exemple premier de la démocratie totalitaire dans le monde moderne la Révolution française, la Révolution de 1789 et sa suite, c'est-à-dire 1792 et les massacres de septembre, 1793-94, avec la terreur, avec les guerres lancées contre toute l'Europe. Tout cela s'est terminé, comme vous le savez, par une dictature militaire, celle de Napoléon. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans le monde arabe, en Tunisie et en Égypte et peut-être dans d'autres pays? Il se passe quelque chose qui est aussi ancien que l'islam. Toute l'histoire de l'islam, c'est en gros un combat entre deux formes de pouvoir. Il y a celui qui détient le pouvoir politique et il y a en face des gens qui vont le défier, qui parfois échouent, dans ce cas-là on leur coupe la tête, mais qui parfois l'emportent, et dans ce cas-là ils coupent la tête au maître précédent, au sultan précédent, et ils deviennent sultans à la place du sultan. Les deux pouvoirs, c'est en quelque sorte le pouvoir temporel et un pouvoir spirituel ou culturel. C'est le pouvoir des chefs religieux qui commencent par enseigner l'islam, prêcher les vertus de l'islam, puis peu à peu ils se mettent à prêcher un retour à l'islam pur, à l'islam droit, à l'islam des origines. Ne croyez pas que ceci est uniquement du XXIe siècle ou du XXe siècle. Ne croyez pas que tout ceci a commencé avec les wahhabites en Arabie Saoudite ou avec Khomeini en Iran. Ceci est aussi ancien que l'islam. Et toute l'histoire de l'islam, c'est une histoire de chefs religieux ou parfois de chefs qui ne sont pas religieux mais qui manient un pouvoir quasi religieux, le pouvoir culturel, le pouvoir de la parole, le pouvoir oratoire, le pouvoir de l'éloquence, et qui, par ce moyen, renversent le sultan en place et deviennent sultan à la place du sultan, calife à la place du calife, etc. Regardez Moubarak. Qu'est-ce qu'on reproche à Moubarak? On lui reproche d'avoir été un dictateur? Soyons sérieux. Est-ce qu'il y a un seul chef d'État dans tout le monde arabe, je dirais dans tout le monde islamique, qui peut être considéré comme un chef d'État totalement démocratique comme nous en connaissons en Occident? Il n'y en a pas un seul. Les maîtres des États arabes et islamiques, certains d'entre eux sont finalement des gens plutôt sympathiques, plutôt raisonnables. Je pense par exemple au roi du Maroc qui, depuis qu'il règne, n'a donné que des preuves de modération et de sagesse jusqu'à présent. Il peut y avoir des tyrans sanguinaires, mais il n'y a pas de chef
d'État démocratique dans le monde arabe, et Moubarak se situait dans une bonne moyenne. Il n'était pas le pire, il n'était pas le meilleur. Qu'est-ce qu'on va reprocher ensuite à Moubarak? D'avoir été corrompu, pas mépriser les pauvres et encourager les riches. Là encore, soyons sérieux. Qu'est-ce qui se passe en Chine, autre pays démocratique, comme chacun sait, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe en Chine? La Chine veut sortir du sous-développement. Comment fait-elle? Eh bien, il y a une seule manière de sortir du sous-développement. On favorise pendant longtemps une minorité de la population. On s'arrange pour qu'une minorité de la population atteigne un certain niveau et on espère qu'elle finira par entraîner le reste de la population. C'est ce que la Chine fait aujourd'hui avec les résultats que nous voyons. C'est ce que le Brésil, depuis la dictature militaire des années 60 et 70, a fait aussi. C'est le système classique du développement accéléré dans le tiers-monde, depuis que le tiers-monde existe. Moubarak n'a pas fait mieux. Peut-être qu'il y a eu des côtés sordides dans la corruption, il y a toujours des côtés sordides dans sa corruption. Il n'a pas fait ni mieux ni pire que d'autres dirigeants de ce qu'on appelait naguère encore le tiers-monde et qu'on peut continuer à appeler de cette façon-là si vous voulez. Non, le vrai crime de Moubarak, la vraie faute de Moubarak, pire qu'un crime, une faute, la vraie faute de Moubarak, c'est celle par laquelle il vient de tomber. La vraie faute de Moubarak, je l'ai compris lorsque j'ai interrogé un homme tout à fait remarquable qui s'appelle Tzvi Mazel. Tzvi Mazel est probablement le diplomate israélien qui connaît le mieux l'Égypte et qui en tout cas a le mieux connu Moubarak. Tzvi Mazel en effet a été ministre plénipotentiaire au Caire pendant 3 ans lors de la toute première ambassade israélienne en Égypte auprès de Sadat, et ensuite il a été plus récemment ambassadeur en Égypte pendant 4 ans auprès de Moubarak. Et j'ai demandé à Tzvi Mazel, question que chacun d'entre nous s'est posée un jour ou l'autre. Est-ce que Sadat était sincère lorsqu'il est venu à Jérusalem? Ou bien est-ce que sa stratégie était un piège où il voulait entraîner Israël? Et Tzvi Mazel m'a dit, je ne sais pas, mais la seule chose que je puis dire, c'est que sous Sadat, il y avait un effort de la part du gouvernement égyptien pour dire au peuple égyptien que la paix était une bonne chose et que les Israéliens finalement étaient des voisins avec lesquels il fallait vivre. Et lorsque Moubarak a remplacé Sadat, cet effort de pédagogie vers la paix a disparu et le régime, tout en veillant à conserver des relations de paix avec Israël, tout en allant dans certains cas jusqu'à s'engager dans une coopération stratégique et diplomatique très étroite avec Israël, a laissé se développer au sein de l'opinion égyptienne les pires stéréotypes, les stéréotypes les plus, consternants, les plus totalitaires aussi, que l'on peut imaginer dans la culture arabe contemporaine. Je vais vous donner un exemple frappant de ce déclin qui s'est produit sous Moubarak. La génération ancienne des écrivains égyptiens, ceux qui ont aujourd'hui 80 ans, le prix Nobel Neguib Mahfouz, n'est-ce pas, et d'autres, tous les écrivains égyptiens qui ont, on va dire, plus de 60 ans, ont été pour la paix avec Israël et continuent à dire qu'ils sont pour la paix avec Israël. L'écrivain égyptien de la nouvelle génération, le plus célèbre, j'oublie son nom à l'instant, mais je me rappelle le nom du livre qu'il a rendu célèbre, certains d'entre vous l'ont peut-être lu, L'immeuble Yacoubian. Ce livre a été publié vers 2002 ou 2003, je ne me rappelle plus très bien. Un très beau livre, je l'ai lu, il est très beau, il est très touchant, très humain. Eh bien, cet écrivain de la nouvelle génération a fait un scandale récemment parce qu'une maison d'édition israélienne avait acheté les droits de son livre qui avait été cédé à une maison d'édition américaine pour en faire une traduction en hébreu. Et il s'est répandu partout en Égypte pour dire
c'est un scandale, je refuse absolument que mon livre soit traduit dans la langue d'Israël, dans la langue hébreu, je n'ai rien à faire avec Israël et l'hébreu. Voilà un exemple de l'effondrement culturel, idéologique, si vous voulez, qui s'est produit sous Moubarak. Et cet effondrement a fait que lorsque les circonstances s'y sont prêtées, eh bien, tout simplement, le régime n'a plus eu, enfin, en tout cas, le président Moubarak n'a plus eu aucune légitimité. Il suffisait à quelqu'un de dire Moubarak est l'agent des sionistes, Moubarak est un corrompu parce qu'il est l'agent des sionistes, pour que, effectivement, vous voyez peu à peu une foule qui se forme sur la fameuse place Tahrir du Caire et une armée qui n'ose pas tirer sur cette foule parce qu'elle se dit là on est en plein dans les mythes nationaux, si nous tirons sur un mythe national, bientôt c'est sur nous qu'on tirera aussi. Je continue un petit peu, si vous voulez, dans cet ordre d'idées. Une vraie révolution, mais une révolution dangereuse. J'ai regardé, vous avez peut-être regardé aussi, une émission d'Yves Calvi hier, avant-hier, je ne me rappelle plus très bien, et on interrogeait les gens sur la place Tahrir, on leur demandait s'ils étaient contents du fait que Moubarak s'en soit allé. Et il y a un bonhomme, on peut supposer être un peu islamiste, enfin il portait la barbe islamiste, pas trop âgé, pas trop jeune non plus, qui tient le langage suivant. Moubarak a prétendu qu'il luttait contre la corruption, mais il n'était pas sincère. Si Moubarak avait été sincère dans sa lutte contre la corruption, il aurait lui-même amené ses ministres, ici sur la place Tahrir, pour qu'on les condamne à mort et qu'on les pende. Je ne sais pas si vous saisissez bien ce qui se dit dans une phrase comme ça. On prend ça pour quelque chose de très naïf, etc. On sourit, on rigole, mais fondamentalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la notion même de droit n'existe pas dans cette foule révolutionnaire, que ces hommes sont déjà condamnés à mort, que la notion même de droit, de procès équitable, n'est même pas entrée dans cette foule, que cette foule pense collectivement sur des modes de massacre, sur le mode des massacres de septembre que l'on a connu en 1792 en France, et pas sur le mode d'une révolution vers le droit et vers la justice. Il y a un autre point dans le même ordre d'idées. L'un des dirigeants présentés comme démocratiques, libéraux, non intégristes de l'opposition égyptienne actuelle, chef du parti qui s'appelle le Parti de l'Avenir, a été interrogé par toutes les télévisions, par tous les journaux du monde depuis 2-3 jours, et il dit ceci. Ce que nous allons faire, nous allons renégocier le traité avec Israël. Le traité avec Israël, tel qu'il a été signé, on ne peut pas le garder, il doit être renégocié parce qu'il est trop favorable à Israël. Et là encore, je trouve que c'est très intéressant parce que qu'est-ce que dit cet homme politique non-intégriste, modéré, libéral? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit la même chose que le vieillard sur la place Tahrir. Il dit que le droit n'existe pas parce que le droit, cela signifie que les traités doivent être respectés. Si les traités ne sont pas respectés, ça veut dire que c'est la guerre perpétuelle, que chaque nation est un loup pour une autre nation. En latin, on dit pacta sunt servanda. Il est dans la nature d'un traité d'être respecté. À partir du moment où un traité est signé, le traité est la loi suprême, elle s'impose même à la loi nationale, elle passe au-devant de la loi nationale. Je trouve tout à fait intéressant de voir, encore une fois, chez un homme politique que l'on présente comme étant intelligent, ouvert, le même mépris du droit que dans la foule septembriseuse de la place Tahrir. Beaucoup de questions ont été abordées, je ne veux pas
m'étendre trop longtemps. Je voudrais simplement ajouter une chose, c'est que sur l'Europe, là encore, je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'optimisme de Daniel Pipes. Je crois que nous sommes vraiment maintenant allés très très loin dans un désarmement moral et intellectuel de la société européenne. Je pense qu'un pays comme le nôtre, la France, où l'on trouve normal de laisser parler, pérorer des gens tels que Stéphane Hessel, tels que Marc-Édouard Nab, tels que le fils de Los, tels qu'on pourrait en ajouter beaucoup, eh bien, un pays de ce type est un pays qui est profondément, profondément malade. Merci. Est-ce qu'on pourrait avoir d'autres micros, s'il te plaît? Ah, merci. Donc d'abord, merci à tous trois. Avant, je ne vous ai pas annoncé quelque chose, qui est que plus tard, nos trois auteurs signeront des livres à la fin, et qu'il y aura aussi un petit verre de l'amitié à la fin. Je voudrais que Adèle puisse maintenant s'exprimer et nous raconter ce qu'il vient de vivre en Égypte. Et puis ensuite, on passe à vos questions, et à vos questions courtes, comme on a dit, et à leurs réponses courtes aussi, comme ça il y a plus de questions. Merci à vous. Adèle Gastel, journaliste, reporter, plus près de la bouche. Adèle Gastel, journaliste, reporter, à France 24, la chaîne de télévision, la chaîne d'information internationale. Donc, comme tous les autres médias du monde, nous avons été dépêchés dès les premiers jours de ce que certains appellent une révolte. Le 28, déjà, j'y étais, 3 jours après le début de toutes ces manifestations à la place Tahrir. Alors, nous avons très très vite été repérés par les pro-Moubarak. Suite à cette manifestation dans les opposants, appelée la manifestation du million, c'est-à-dire qu'ils voulaient qu'il y ait 1 million de manifestants dans la place Tahrir. Nous étions 3. Johan a été donc pris à partie en raison de son faciès, parce qu'il a les yeux bleus. Donc immédiatement, il y avait quelqu'un dont je présume qu'il est pro-Moubarak, qui lui a sauté dessus en lui disant « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Donc c'était un délit de faciès. Le deuxième, qui est Fenwick, également a été tabassé parce qu'il parlait anglais dans la rue. Et moi qui suis d'origine algérienne, donc on m'en a voulu parce que l'Algérie a battu l'Égypte et s'est qualifiée à sa place au continent. C'est très sérieux parce que cette question m'a été posée quand j'étais dans les mains des services secrets égyptiens, pendant que je recevais des coups de poing dans les côtes. On m'interrogeait très sincèrement, sur mon avis sur le match Algérie-Égypte de la Coupe du Monde, la qualification de la Coupe du Monde de football. Alors, à ce moment-là, ça ne m'a pas fait rire du tout. J'ai prétendu que je n'avais absolument rien à voir avec le football, ce qui était un mensonge. Alors, qui nous est tombé dessus à ce moment-là, à la place Tahrir? C'est des gens qu'on appelle les Battaglia, c'est-à-dire des voyous armés, armes à feu, armes blanches. Je n'ai pas vu personnellement d'armes à feu ce jour-là, mais quelques jours auparavant, j'en avais vu dans les mains de gens qui ont justement arrêté des repris de justice, parce que vous savez que de grandes évasions ont été, moi je présume qu'elles ont été organisées, de grandes évasions de prisons, de beaucoup de prisons égyptiennes. Donc ces gens-là ont été lâchés dans la nature, et je pense que ce sont ces gens-là qui sont passés à l'attaque. Ils avaient tous pour mot d'ordre
de choper de l'étranger, quoi. Alors, Fenwick, plus tard, il m'a raconté, Fenwick doit la vie à un jeune Égyptien qu'il a protégé quand il était par terre, quand il se prenait des coups de barre, des coups de barre de fer, de bâton, etc. Il y a un jeune Égyptien, Mohamed, qui l'a couvert de son corps. Donc, après, nous avons, par le plus grand des hasards, tous été remis à l'armée, tous les trois. On s'est retrouvés très vite après dans les mains de la police militaire, qui à ce moment-là est venue immédiatement nous reprocher d'être venus en Égypte pour semer le désordre. J'ai reçu des coups de poing de la part d'un capitaine dont j'ai quelques informations précieuses qui peuvent éventuellement plus tard m'aider à retrouver. Fenwick, on lui a reproché, enfin le Mohamed en question, plus tard on l'a tabassé et on lui a dit pourquoi tu es en train d'aider un agent du Mossad. Donc, et ainsi de suite. Alors, je ne m'étalerai pas du tout parce que c'est horrible. Personnellement, on a essayé de me casser le genou gauche dans la cour du quartier général même de la police militaire égyptienne. Première question, après ça, quand on nous emmène dans le bureau je présume que c'était un général-major. Je ne connais pas très bien la nomenclature militaire, les grades, mais je pense que ça peut être un général-major. Première question, qui vous êtes? Deuxième question, quelle est votre religion? Voilà, suite à ça, donc on nous remet aux mains des services secrets, et là on nous applique exactement le manuel de la démoralisation, c'est-à-dire affamé, assoiffé, pas de téléphone à nos proches, donc aucune information au monde extérieur sur ce que nous subissions. Nous entendions des hurlements en égyptien, donc je parle arabe, donc j'arrivais à déceler. Et de temps en temps, on nous disait, vous n'avez absolument rien à craindre, vous êtes étranger. Les Égyptiens ils subissent un traitement beaucoup plus musclé que ça. C'est dans des cellules capitonnées, donc pour ceux qui maîtrisent un peu la physique, les cellules capitonnées évitent, assurent un isolement acoustique. Voilà. On nous a relâchés plus tard, à peu près 24 heures plus tard. On nous a ordonné plutôt de monter dans un véhicule civil, les services secrets. La tête en bas, on nous a menacé de mort si on parlait ou si on levait la tête. Et on a mis avec nous des barbus, des Pakistanais au look franchement taliban. Ils étaient 6 à peu près. Nous on était 3 Français et un Belge. On nous a mélangés comme ça dans ce véhicule civil, banalisé. Et on nous a lâchés dans la nature, dans un quartier où on nous a ordonné de nous mettre contre un mur à la manière des condamnés à mort, la tête baissée, et la voiture a disparu. Et donc là, on a juste le temps de regarder autour de nous, de nous assurer que la voiture n'est plus là, et là on voit arriver une espèce de milice civile avec des barres de fer, toujours le même spectacle. Donc ils nous tombent dessus, qui ne comprennent absolument pas qui on est, donc nous on sort le passeport, French, journaliste, et ils ne comprennent pas ce que font French journalists avec des talibans. Donc c'est voulu, c'est de la manipulation, enfin je pense après coup, je pense que c'était justement pour entretenir ce climat de psychose et ce climat de peur vis-à-vis de cet étranger venu semer le désordre dans le pays. Voilà, en gros, après nous avons réussi un peu à donner par des méthodes qui nous sont propres quelques signalements, quelques renseignements précieux à notre rédaction. Oui. Tu m'as parlé du Coran sur le bureau. Oui, si je peux me permettre, Adèle, tu m'as parlé du Coran très visible sur le bureau du général, de la musique qu'on entendait. Ces détails sont importants. Comme le dit Guy, parce que nous en avons parlé hier, le militaire haut gradé qui m'a interrogé sur ma religion, bien sûr qu'il avait bien évidemment en évidence sur son bureau un
un gros manuscrit du Coran. Également, quand le téléphone d'un des agents des services secrets qui m'interrogeait quand son téléphone a sonné, bon, c'était une mélodie coranique. Ça veut dire ce que ça veut dire. Je ne donne absolument aucune interprétation à ce que j'ai vu ou à ce que j'ai entendu. Je suis incapable d'analyser, je ne suis qu'un journaliste. Donc voilà. Il y a une multitude d'autres détails comme ça qui montrent que, effectivement, cette dimension religieuse qui est très présente dans ce conflit, notamment les cris Allah Akbar pendant les affrontements, non pas d'ailleurs, entre les pros et les anti-Barak, pour ceux qui ne maîtrisent pas, qui ne connaissent pas l'arabe, Allah Akbar signifie Dieu est grand. Donc, alors au-delà de tout ça, qu'est-ce qui se passe réellement sur le terrain en Égypte? Eh bien, c'est tout simplement un régime déficitaire, qui est très contesté et qui commence à essayer de trouver des réponses à cette contestation qui est égyptienne, interne. Une des réponses consiste à dire c'est l'étranger. L'autre réponse, c'est d'essayer d'expliquer tout ça par des considérations géopolitiques immédiates.